Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Chloé Beauvalet. Bonjour Tim. Bonjour Chloé, bienvenue sur le plateau, je suis ravi de te retrouver. Plaisir partagé. Alors Chloé, je vais commencer par la première question qui est toute simple. Est-ce que tu peux te présenter ? Je peux me présenter. Donc je m'appelle Chloé. Oui. Je suis avant tout, je crois, quelqu'un de bien entouré. D'accord. Parce que j'aurais tendance à me définir aussi par le fait que je suis mère de 2 garçons merveilleux de 20 et 22 ans, que j'ai la chance d'évoluer dans un écosystème d'amis et de famille qui est très soudé, et que j'ai eu la chance de travailler dans plein d'entreprises différentes et de m'y faire un certain nombre d'amis, de réseaux, de collègues avec qui j'ai toujours tissé des liens. Donc je dirais que ce qui me définit peut-être c'est ça. D'être bien entouré. Ouais. C'est une belle qualité en tout cas, puisqu'on dit souvent que les gens qui se ressemblent s'assemblent. Moi qui ai la chance de te connaître depuis un certain temps, tu es entouré sûrement par des gens de qualité et des belles personnes. Alors, bien entouré, ça c'est une première façon de te décrire. Et comment est-ce que tu te décrirais ou est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton parcours rapidement avant que tu nous donnes ta définition du mindset ? Sur mon parcours, moi j'ai un parcours qui a commencé plutôt comme une bonne élève, à savoir que j'ai fait un bac scientifique parce que c'est ce qui se faisait à l'époque, que j'ai voulu m'ouvrir le plus de portes possible, ne sachant pas précisément ce que j'avais envie de faire en faisant une classe prépa, oui. Mais pour le coup quand même j'avais envie de faire plutôt des matières littéraires. On est tombés mutuellement assez amoureux avec l'espagnol, donc j'étais spécialisée en espagnol. Okay. Et j'étais plutôt partie pour ça. Et puis finalement, je me suis dit que je n'avais pas envie d'être prof. J'étais un peu tétanisée à l'idée de perdre en cours de route un certain nombre d'élèves. Oui. Et j'avais envie de travailler dans le monde des entreprises, okay. Sans renier ce passé quand même plutôt littéraire et linguistique. Et donc j'ai fait le CELSA en communication. Okay. Et donc j'ai une première vie dans le conseil en communication, dans 2 cabinets de conseil différents, un anglo-saxon et un français. Donc j'ai vu des choses différentes. D'accord. Comme j'avais fait des études d'espagnol, je suis allée passer 1 an en Allemagne, ce qui était complètement cohérent. Très bien, évidemment. Voilà. Mon conjoint est parti faire sa coopération en Allemagne, donc je l'ai accompagné. Finalement, okay. J'ai donné quand même des cours d'espagnol une fois dans ma vie, à ce moment-là, à des Allemands. Okay. Et puis, en quittant pendant cette période dans le conseil en communication, j'avais gardé contact avec Canal+, chez qui j'aurais dû faire un stage. Mais comme j'avais été recrutée dans le conseil, je n'y suis pas allée. Et j'ai eu la chance, pour ça que je dis que je suis bien entourée, d'être rappelée par la personne que j'avais rencontrée chez Canal+, qui m'a dit, voilà, cette coup-ci, j'ai un poste, vous venez. Super. Voilà, donc la grande aventure Canal+, qui a duré 11 ans, avec des postes différents, qui sont tous autour de finalement ce qui s'est structuré comme étant du marketing client, de la fidélisation, de l'anticipation de la résiliation, du service client pour la France et du marketing client pour l'outre-mer et l'international. Et qui m'a permis ensuite d'être chassée pour rejoindre le PMU juste après l'ouverture du marché à la concurrence. Okay. Donc la troisième grande aventure, où ça a duré presque 7 ans. Et j'ai travaillé sur vraiment la structuration de la relation client B2C. À la fois le service client, une dimension de prise de pari par téléphone, donc plutôt centre de profit, la conciergerie pour des grands parieurs et puis les équipes data, voilà, où ça commençait à se structurer pour de vrai. Enfin, ça continuait à se structurer pour de vrai, mais surtout, il y avait beaucoup de sujets de passerelle sur l'exploitation de la donnée. Voilà. Et puis après ces années-là, je m'étais, un peu comme pour l'Allemagne où j'y suis allée alors que je faisais de l'espagnol, je m'étais dit je n'irai pas travailler dans la banque. Oui. Et donc je suis allée chez BNP Paribas travailler sur la transformation de la banque de détail. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment ce moment de changement de l'univers concurrentiel. Et donc, je les ai rejoints, mais assez rapidement, finalement, au bout d'1 an et demi, un ancien partenaire qui s'appelait Acticall, qui était devenu Saïtel, alors que le petit français a absorbé le gros américain, m'a demandé de prendre la direction générale de la France. D'accord. Et donc, je les ai rejoints, où j'ai fait des années très simples et paisibles, qui étaient celles des gilets jaunes et du Covid. Ouais. Voilà, donc hyper intéressant. Ouais. Et quand je suis sortie de cette petite aventure, cette grande aventure, j'ai éprouvé le besoin de me poser. Oui. Donc une année de transition avant de rejoindre Cogedim dans l'immobilier. Oui. De nouveau dans la tourmente avec la crise de l'immobilier. Un bon timing. Un super timing qui fait que malheureusement les projets se sont arrêtés et que je viens tout juste d'en sortir. D'accord, ok, très bien. Merci beaucoup pour cette première présentation. Donc on y voit un peu plus clair. Quelle est maintenant ta définition du mindset? Et celle qui va après, c'est quoi? Quel est le mindset de Chloé?
Alors, j'avais assez envie de citer un chercheur qui s'appelle Albert Moukébert, que j'ai eu la chance de croiser lors d'une conférence, qui explique le fonctionnement du cerveau et qui dit que le cerveau ne supporte pas de ne pas comprendre, de ne pas savoir. Or, évidemment, il n'a pas les facultés de tout maîtriser et de tout comprendre. Moralité, il passe son temps à stabiliser l'ambiguïté. Pas mal. Donc, il prend des éléments rationnels, factuels, objectifs qu'il constate, et puis après, il les relie en essayant de réduire l'ambiguïté entre les éléments qu'il ne connaît pas. Et j'aurais tendance à dire que le mindset, c'est le biais par lequel, en fonction de ce qu'on est, de ce qu'on a vécu, etc., on stabilise cette ambiguïté. Donc je dirais que c'est ça ma définition. Très intéressant, stabiliser l'ambiguïté. Et donc, ma question suivante, c'est ton mindset, comment est-il ? Je crois qu'il est bigrement optimiste, parce que j'ai tendance à toujours réduire l'ambiguïté par une vision assez optimiste du futur. Et donc, la plupart du temps, quand je ne comprends pas les choses, je pense que j'essaye de me dire qu'est-ce que ça pourrait être au mieux. D'accord. Et c'est assez amusant parce que dans les périodes de transition, on a la chance de pouvoir se poser. Et notamment, j'ai eu la chance de faire un 360. Et ce qui ressort en tout premier, très fort, c'est l'énergie. D'accord. Et je pense que, voilà, oui, c'est pas très caché. Mais moralité, je dirais que la façon dont je réduis l'ambiguïté, c'est par la pêche, quoi. Et c'est de me dire que la vie va être jolie et encore plus jolie demain. D'accord. Donc un bon mindset d'optimisme avec de l'énergie. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui te nourrit, un combustible de ton mindset particulier ou pas ? J'avais un invité il y a quelques temps qui me disait, moi c'est le stress qui me nourrit, qui est mon carburant. Est-ce que tu penses à des combustibles qui vont nourrir ton mindset ? C'est une jolie question, ça. Qui n'est pas facile, je te l'accorde. Je pense que mon combustible principal, c'est la curiosité. D'accord. J'ai un parcours assez éclectique en termes de secteur. J'ai travaillé sur des sujets dans des moments où ils émergeaient. La plupart de mes postes, j'avais pas de descriptif de poste au moment où j'ai été recrutée. Donc je pense que la créativité, l'imagination sont pour moi des éléments structurels de ce qui fait mon plaisir au travail. Et moralité, pour être un peu créatif et inventer des choses nouvelles, d'ailleurs aussi pour fédérer des gens, il faut être curieux des autres, curieux de leur sujet, curieux de qui ils sont. Donc je dirais la curiosité comme carburant principal. D'accord, ok, très bien, très intéressant. Donc, on te sent vraiment, moi je te vois, alors je te connais bien aussi, mais avec cette posture d'aller vers l'avant. Et ça, c'est vachement agréable parce que ça veut dire que même dans l'incertitude, il faut y aller. Et tu vas trouver des solutions. Non pas, tu vas pas foncer sans réfléchir, mais tu vas quand même y aller et tu vas trouver des solutions en chemin parce que tu es optimiste et que ta curiosité va te permettre d'analyser la situation et d'arriver à tes fins au final. C'est un peu comme ça que je sens les choses en t'écoutant. En tout cas, j'ai le souvenir d'un CSE où les partenaires sociaux me disaient « Mais dites donc, madame, vous êtes bien optimiste. » Et je disais « Le jour où un dirigeant n'est plus optimiste, il faut qu'il quitte son job. » Parce que ça ne veut pas dire de ne pas être lucide, d'être optimiste. On peut être tout à fait optimiste dans un univers, dans un contexte qui est extrêmement difficile. Mais par contre, il faut bien qu'on se dise qu'il y a une issue possible. Alors, ça peut être une issue qui passe par diminuer les effectifs ou diminuer les coûts, mais c'est quand même une issue. Donc, il y a toujours une solution. Donc c'est pas de la naïveté, en aucun cas. Ça peut être du courage, mais par contre, c'est la conviction chevillée au corps qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Alors ça peut être un petit tunnel ou un grand tunnel, mais en tout cas qu'il y a une voie devant. D'accord. Ok, très bien. Mais je trouve que donc, ton mindset t'a donné la force d'être assez éclectique dans tes choix de carrière et de faire comme tu parlais tout à l'heure en riant, tu te retrouves en Allemagne alors que tu étais une experte que tu parles très bien espagnol, que finalement tu te retrouves dans une banque, etc. Et si ta curiosité te pousse
à aller explorer des choses que tu n'aurais peut-être pas envisagées au départ et qui vont te permettre aussi de t'ouvrir d'autres opportunités. Et pour finalement arriver, si je m'arrête et on va en reparler après, tu es quand même devenue la dirigeante de Sitel, qui est une très grosse, entre guillemets, entreprise en termes de quoi? Tu as dirigé 6500 collaborateurs avec chiffre d'affaires de Sitel 200 millions. On n'arrive pas là par hasard. Donc, en quoi ton mindset t'a permis d'arriver jusque-là? J'ai un peu la réponse, mais je te laisse peut-être plutôt raconter. Parce que le cheminement est finalement paraît illogique, mais il est peut-être hyper logique en fait. En fait, ça dépend de ce qu'on appelle logique. La plupart des recruteurs, souvent, cherchent une logique en disant « vous avez toujours été DAF dans l'industrie pharmaceutique, donc vous avez un chemin qui a toujours été dans l'univers financier. » C'est clair que ce n'est pas mon chemin. Après, il y a des gens qui adorent ça. Ouais. Et, il ne s'agit pas de dire c'est bien, c'est mal. Par contre, ce n'est pas ma force. Je parle des recruteurs, là. Ça y est, c'est fait. Mais je suis moins convaincue qu'en tout cas, ma force à moi, elle ne s'exerce ou elle ne s'exprime que dans la capacité justement à être nourrie de quelque chose de nouveau. Donc j'assume et je pense que ce en quoi cette ouverture d'esprit ou cette foi en l'avenir m'a permis de cheminer, c'est qu'elle rend les choses possibles ou elle me permet d'écouter des possibles qui s'expriment et de les saisir au vol. On dit souvent qu'il faut à la fois créer sa chance et savoir la saisir. Oui. Si on ne se dit pas, finalement, je ne sais pas au départ si je suis convaincue que c'est possible, mais ma foi, allons-y, faisons le pari que c'est possible. Ce pari-là, moi, il me plaît bien. Ouais. Je comprends. Et est-ce que c'est plus difficile de diriger... d'être la numéro 1 d'une entreprise aussi importante que Sitel, donc tu disais 6500 personnes. Est-ce qu'au quotidien, concrètement, c'est plus dur qu'une entreprise un peu plus petite ou que d'être dans tes jobs d'avant, patronne de business unit avec un peu moins de responsabilité? Est-ce que le fait d'être numéro 1 d'une grosse boîte, c'est beaucoup plus dur ou pas? C'est plus solitaire, mais je ne dirais pas que c'est plus dur parce qu'il y a aussi plus de facilité. Parce que quelquefois, quand on a besoin de décider, à un moment, on décide et puis on avance, quoi. Après, on n'est jamais tout seul. D'abord parce que j'étais numéro 1 de Fundever maintenant, puisque Sitel a changé de nom pour la France, mais je n'étais pas numéro 1 du groupe. Et c'est Laurent et Olivier qui sont à la tête de la boîte et c'est évidemment eux qui dirigent. Et puis, il y a des actionnaires et puis, voilà, donc... De toute façon, je pense que imaginer que le chef d'orchestre est numéro 1 de l'orchestre, je ne suis pas sûre que ce soit très juste. Il est un parmi. Après, il a un périmètre de responsabilité qui fait qu'il doit assumer courageusement un certain nombre de décisions. Donc oui, il y a des difficultés spécifiques, mais ne pas être numéro 1 a aussi des difficultés, parce que ça veut dire qu'il faut qu'on se mette d'accord avec ses pairs beaucoup plus, encore plus finalement. Même si évidemment, dans un comité de direction, il faut quand même qu'on soit d'accord. Donc non, après, il y a des vraies différences entre des entreprises où il y a beaucoup de monde, mais qui sont principalement des employés, ou si on a des entreprises où il y a principalement des cadres, ce n'est pas les mêmes exigences. Bien sûr. Ça dépend de la moyenne d'âge, ça dépend de l'ancienneté et de l'historique de l'entreprise, ça dépend du contexte. Oui, bien sûr. Moi, j'avais vécu les années PMU avec des gens qui avaient vécu douloureusement l'ouverture du marché à la concurrence en termes de relations non intermédiées par les bars tabac avec les parieurs. Cette douleur-là, quand si on arrive à la résoudre, c'est que du bonheur. Oui, bien sûr. Chez Sitel, c'est beaucoup de monde, mais qui sont très organisés dans des centres qui sont géographiquement précis, avec des patrons de sites. Donc, il y a des relais qui sont extrêmement forts. Donc, finalement, le silotage dans une entreprise comme que j'ai dit, mais plus fort, ou la BNP, etc., que dans une entreprise de centre d'appel où, pour le coup, c'est plus structuré. Je comprends. Tu avais combien de reporting, de reports directs chez Sitel ? Alors, chez Sitel, c'était un petit peu particulier parce qu'en fait, quand je suis arrivée, il n'y avait pas de directeur des opérations ou directrice des opérations. D'accord. Et je m'étais dit qu'en arrivant, ce n'était pas une bonne idée d'être, entre guillemets, DG du siège. Et donc, j'ai pris la responsabilité en direct non seulement des fonctions support, qui étaient 5 plus 2 filiales, donc 7, mais aussi des 10 patrons de site. Waouh! Mais qui était un choix en me disant, si je fais venir en même temps que moi un directeur ou une directrice des opérations, la difficulté, c'est qu'on va être 2 à poser les mêmes questions au même moment, et je vais avoir du mal à lui laisser de la place. Moi, je ne vais pas oser rentrer. Enfin bref, c'était un peu, on se marchait sur les pieds. Il s'avère que 3 mois et demi après... quand même, de faire ça.
choix. Ouais, choix. Ouais. De dire, moi, je veux pas être patronne du siège, quoi. Ouais, ok. Mais moralité, 3 mois et demi après, je me suis pris le Covid en pleine tête, là. Et heureusement que j'avais le lien direct avec les patrons de site. Ouais, donc ça a été une force absolue dans ma capacité à comprendre ce qui se passait sur le terrain, à pas avoir de maillon intermédiaire. Par contre, c'est totalement déraisonnable d'avoir autant de direct report dans une boîte. Non, non, ça n'avait pas de sens. Voilà. Le contexte a fait que, mais ça n'avait pas de sens. Oui, bien sûr. Alors, on va reparler de Sitel et des autres aventures. Je vais enchaîner sur l'autre question. Quelle est, toi, ta définition de la culture de l'entreprise ? Bon, après, la définition telle qu'elle existe, c'est l'ensemble des croyances, des valeurs, des rituels qui font que l'entreprise est. Moi, je trouve qu'une culture d'entreprise très forte, elle transcende les gens qui sont dans l'entreprise. Oui. Et probablement que celle qui m'a le plus marquée, mais parce que c'était la première fois que j'y étais à ce point confrontée, c'est celle de Canal+. Ok. Qui a une culture très forte, très incarnée par un produit. Oui. Et pourtant, il y avait Canalsat aussi, mais la chaîne Canal+ reste très emblématique. Et la marque est d'une très grande puissance. Et finalement, cette forme de... Alors, partiellement, je dirais, d'arrogance, parce qu'il y a quand même une marque qui est très haute et très aspirationnelle, mais aussi, justement, très inspirante, parce qu'on travaille pour une image qu'on a du produit, une image qu'on a des abonnés de qui regardent ce produit. Et moralité, ça, je trouve que c'était très aspirationnel pour la boîte, ça tirait tout le monde vers le haut. Et finalement, pour répondre à ta question sur ce qui définit la culture de l'entreprise, je trouve que ce qui est crucial, c'est non seulement d'arriver à mettre le doigt dessus, mais c'est ce qui décrit, parce que dire c'est l'ensemble des croyances, des rituels et machin, bah, super, mais concrètement, c'est quoi ? C'est qu'elle soit suffisamment explicite pour qu'on puisse se positionner, pour se dire elle me plaît pas, suffisamment ouverte pour pouvoir y trouver sa place. Et je trouve qu'un des outils qui permet de conscientiser des éléments de culture, c'est la stratégie modèle mentale. Là, c'est de trouver les modèles mentaux qui président au mode de fonctionnement de l'entreprise et finalement les schémas un peu que tout le monde sait, mais on n'a pas forcément pris le temps de les expliciter. Et pour un candidat, si je parle à Tim, pour un candidat ou pour quelqu'un qui fait partie de l'entreprise, avoir cette capacité à lire cette culture, à voir dans quoi elle s'incarne pour pouvoir se positionner. En disant, est-ce que j'aime faire des points 3 fois par jour ou pas, ou avoir la réunionnite ou pas. Que, voilà. Plus c'est dit, plus c'est explicite, je trouve que plus c'est facile à manœuvrer, à la fois en tant que dirigeant et puis en tant que collaborateur. Et donc une culture assez élitiste, aspirationnelle. Et quoi d'autre ? Il y avait des valeurs affichées sur les murs et qui s'incarnaient ou pas chez Canal+. Oui, il peut y en avoir, mais après, si on prend l'exemple du PMU, il y avait un sujet qui était très fort et qui était il y avait un sujet qui était très antagonique entre la perception extérieure, qui est très polluée par l'addiction au jeu, et une vision de l'intérieur qui est très liée au sens du GIE, puisque c'est un GIE avec une double tutelle du ministère du Budget et du ministère de l'Agriculture, sur le fait que ça fait vivre la filière hippique en France. Je comprends. Et cette dichotomie, elle articulait finalement une certaine estime de soi en interne, vécue comme une forme d'injustice par rapport à la vision qu'il pouvait y avoir de l'extérieur. Donc ça crée un déséquilibre. Donc ça crée une tension avec laquelle, par contre, il faut savoir jouer pour se dire qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on peut être fier de notre métier ou pas, et trouver les leviers de fierté. Je comprends. Donc cette culture, en fait, on peut écrire des valeurs ou tout ce qu'on veut. La vraie question, je trouve, derrière, c'est la sincérité de ce qui est écrit sur les murs, de ce qui est dans les récits, et la réalité du vécu. Et plus on est aligné entre ce qui est dit et ce qui est vécu, mieux c'est. Oui. Et est-ce que concrètement, il se passe des choses qui sont en adéquation avec les valeurs qui sont marquées sur les murs. Sinon, c'est du bullshit, comme on dit dans le jargon. Et si maintenant, on s'intéresse aux autres entreprises qui t'ont marqué dans ta carrière, alors probablement BNP, Sitel ou Cogedim, est-ce que tu peux nous parler un peu mieux de la culture de ces différentes entreprises et comment, surtout avec des exemples concrets,
on pouvait mieux comprendre ce qui se passait à l'intérieur, puisque quand on est par exemple dans un entretien de recrutement, c'est vachement difficile de savoir où on met les pieds. Donc comment tu définirais un peu ces différentes entreprises Alors, je vais en prendre une autre, je vais prendre Boulanger, Oui. où j'ai eu un mandat pendant 6 ans d'administratrice indépendante. Ah oui. Et pourquoi je prends celle-là? Parce que pour le coup, ce qui est marqué dessus, c'est pro, simple et sympa, qui finalement décrit, parce qu'il y a d'autres claims d'entreprise. Sympa. Il y a d'autres claims d'entreprise qui ne sont pas forcément descriptifs de l'expérience qu'on veut faire vivre. Alors là, en l'occurrence, plutôt aux clients, mais ça marche aussi pour les collaborateurs. Et je trouve que c'est très vrai. Cette boîte, elle est pro, elle est simple et elle est sympa. Il y a d'autres entreprises. Et pardon, c'est le claim de Boulanger? Ouais. Ah, c'est sympa. Ouais. Ok. Après, ils l'ont changé. Enfin, il y en a d'autres, mais en tout cas, c'est ce qui est marqué sur les murs dont tu parlais tout à l'heure. Mais donc, c'est à la fois pour Parce le que sinon, client. c'est si bien ensemble, mais ça s'incarne effectivement. Et à la base, c'est pour le client, mais c'est aussi pour les collaborateurs. Ouais. C'est là où c'est fort. C'est finalement les valeurs. Voilà. Okay. Ouais. Très bien. Et pour revenir sur ce claim, par rapport à, par exemple, un Sitel, c'est un partenaire, c'est un prestataire de services. La culture d'entreprise, elle n'est pas forcément affichée sur les murs de la même façon ou ce qu'elle était, en tout cas, par rapport à ce qu'on a quand on a un lieu de vente. Oui, bien sûr. Elle est moins grand public, on va dire. C'est plus évidemment du B2B. Oui. Ça ne l'empêche pas d'être extrêmement prégnante. Et pour le coup, d'être dans des entreprises où les fondateurs sont toujours à la manœuvre, incarne quelque chose. Le fait qu'il y ait énormément de convivialité avec, quand on rentre dans les locaux, un bar qui permet de se retrouver, un lieu collectif, on est ensemble, ça décrit quelque chose de la culture de l'entreprise. Oui. Et ça, typiquement, quand avec le télétravail, on a rendu une partie de nos mètres carrés et on a déménagé, y a un truc qui était clair quand on a discuté avec tout le monde, c'est qu'il fallait qu'on retrouve un lieu de convivialité hyper fort, parce que ça fait partie de l'ADN de la boîte d'avoir cet endroit où on peut se retrouver. Après, les cultures d'entreprise sont des fois des cultures qui sont très marquées par l'expertise, la technicité du métier de la banque ou la technicité du promoteur immobilier. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est aussi la confrontation entre une culture d'entreprise sur un savoir-faire, par exemple, de fabrication d'immeubles, d'appartements, et puis la réalité d'un moment de société, qui est la crise climatique, plus la guerre en Ukraine qui fait s'envoler les prix de l'énergie par ailleurs, en contre-coup. Et là, finalement, il y a aussi une confrontation entre qui on a été jusque-là, qu'est-ce qui nous fait fonctionner, et puis comment on arrive à continuer à être ça alors qu'on sait qu'on est le deuxième secteur le plus polluant au monde. Ce n'est pas du tout spécifique à cette entreprise, c'est l'ensemble de l'immobilier. Et quel rôle on a envie d'y jouer. Et finalement, ça oblige à réinterroger la culture. Est-ce qu'on accepte de changer aussi et à quel point on accepte de changer? Complètement. Compliqué. Intéressant. Passionnant. Voilà, moi je dis compliqué, Chloé dit passionnant. Voilà le mindset de Chloé. Ok. Et qu'est-ce qui, toi, t'a marqué dans ces différentes entreprises, peut-être positivement ou négativement, sur justement ce volet culturel? Alors, si on parle de ta dernière entreprise, forcément, quand tu as la crise du climat et la crise de l'immobilier, en même temps, c'est des moments un peu compliqués pour les entreprises où elles sont peut-être un peu aux aguets et elles ne sont peut-être... Soit elles sont complètement elles-mêmes, soit elles ne sont plus elles-mêmes en fonction du moment. Tiens, ça, c'est peut-être une question compliquée, mais est-ce que tu crois que dans une période très compliquée, l'entreprise va plutôt rester elle-même et réagir fortement, ou va plutôt, on va dire, de par son stress et l'urgence, prendre des décisions qui ne lui ressemblent pas dans les différentes entreprises? Par exemple, si je prends Sitel, la question est compliquée, je te l'accorde. Sitel, avec le Covid, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été profondément vous-même, et c'est le fait d'avoir gardé votre culture qui vous a permis d'affronter le Covid super bien? Ou alors vous avez changé à ce moment-là? Elle est difficile, Elle est dure, question. J'aurais tendance à dire qu'il y a deux types de réactions dans des moments de stress, on va dire, de façon générale, parce que ça peut être une crise, mais ça peut être aussi des moments d'accélération, etc. On puise comme jamais dans les ressources internes. Ok. Donc, on
plus on a des gens qui sont alignés, plus finalement on sera conforme à la culture parce que ces gens-là seront soudés, cohérents, synchronisés. Les périodes de stress, normalement, interdisent le bruit, l'incohérence, le bordel. Il faut à un moment être tous groupir pour aller vers l'issue. Oui. Donc, plus la culture a été explicitée, plus elle a été partagée, plus les gens qui sont rentrés dans la maison sont complémentaires, divers, mais alignés sur un mode de fonctionnement unique, j'aurais tendance à dire plus ça permet de résister à la crise. Donc, soit la culture était déjà très conscientisée avant, et finalement on est très résilient, tout à fait. Soit c'est au contraire le moment de l'expliciter plus que jamais pour être très clair sur le projet collectif et fédérer sans déperdition les énergies de chacun. Ok. Tu réponds bien à la question compliquée, c'est-à-dire que tu réponds aussi que c'est une opportunité quoi qu'il arrive et que la crise permet soit de montrer que on est tous alignés, soit c'est l'occasion de se réaligner. Opportunité ou coup de pied aux fesses pour nous obliger à réexpliciter qui on est. Et puis après, ça dépend. Si on est dans une période un peu stress-test parce que la concurrence est extrêmement active, ça oblige aussi à se singulariser et donc à puiser dans ce qu'on est, ce qui est différent des autres. C'est assez intéressant quelquefois quand on regarde les valeurs d'entreprise ou les claims ou ce qui peut être dit dans les différents supports, c'est si on cache le nom de la boîte et qu'on met le concurrent, est-ce que ça tient toujours ou pas ? Si ça tient toujours, très intéressant. C'est un petit peu embêtant. Bien sûr, ça veut dire qu'on peut se faire remplacer assez facilement par le concurrent. Si ça ne tient pas parce qu'il y a vraiment des éléments de singularité, c'est une bonne nouvelle. Moi, j'aime bien cette notion-là alors, je travaille beaucoup dessus en ce moment, mais de robustesse et non pas uniquement de performance. C'est-à-dire comment justement, et je pense que s'il y a un élément qui doit être robuste dans une entreprise, c'est bien la culture. C'est comment justement on disait tout à l'heure, elle transcende les gens de façon unitaire, mais comment elle résiste aussi en disant finalement il faut qu'elle tienne, que ça aille super méga bien ou super méga mal, peu importe, il faut qu'elle tienne dans le temps pour qu'elle soit ancrée. C'est pour ça aussi qu'elle doit évoluer, bien sûr, sans se renier, parce moi je trouve que faut être extrêmement humble quand on est manager. On dit toujours, j'ai fait passer la boîte d'un point A à un point B, mais que dalle, on arrive à une lettre de l'alphabet et puis on dit, je vais faire de H à I ou peut-être à J, et ce sera super. Mais on vient s'inscrire, sauf quand on monte une boîte et qu'on est entrepreneur, mais quand on rentre dans une entreprise qui préexiste, on vient écrire un petit chapitre de l'histoire de la boîte. Et donc, elle doit s'intégrer dans un flow qui a commencé avant, qui continuera après, mais qu'on essaye d'orienter dans un sens qui nous semble porteur d'optimisme pour tout le monde et de valeur pour tout le monde. Je comprends. Moi, il y a une chose qui m'interpelle chez toi, c'est que tu as réussi à un moment dans ta carrière à exploser, casser le plafond de verre pour arriver à un moment, tes 2 derniers jobs, tu es devenue, alors je trouve le mot est facile, une grande patronne d'une grande boîte, quoi. Comment est-ce que tu as fait par rapport à tes pairs PAIR qui avaient des expertises probablement hard skills et aussi selon moi soft skills bonnes pour faire la différence et pour avoir le job et bien faire le job? C'est quoi là? Il n'y a peut-être pas de recette, mais comment tu es arrivé là? Alors, je n'ai pas de recette, ça c'est sûr. Après, je peux te dire comment j'essaye d'imaginer que je suis arrivée là. Je pense un socle assez solide quand même de confiance par les parents, par l'éducation, où finalement cette notion de plafond de verre, elle est venue assez tard dans le monde du travail. Mais petite, je ne voyais pas de plafond de verre. Mon imaginaire n'était pas bloqué en me disant que je ne pouvais pas être quelque chose. Donc il y a quand même ça, c'est un bon socle sur lequel on peut construire la suite. Je dirais que le premier moment où des choses sont devenues possibles, c'est le moment où on a donné mon nom pour rentrer au board de Boulanger. Et ma réaction idiote avait été « mais tu crois que j'en suis capable ?»
Le fameux syndrome de l'imposteur de beaucoup de femmes ouais, brillantes. On est d'accord. Ouais. Alors que les hommes ne se posent pas de questions, ils ne sont pas brillants. Je pense qu'il y a des hommes qui se oui. posent des questions, mais en tout cas, en volume, c'est sûr que voilà, statistiquement, on n'est pas très bonne là-dessus. Mais donc, je pense que il faut des gens qui croient en vous, donc l'éducation, mais après, professionnellement, des gens qui croient en vous. Portés par des réussites aussi, hein, des équipes qui fonctionnent bien, des gens qui vous disent qu'ils n'ont jamais été aussi heureux que ça. Des moments difficiles. J'ai un souvenir cuisant d'une prise de fonction où une N-1 lors d'un premier rendez-vous me dit « Alors franchement, je ne sais pas ce que tu fous là et je ne suis pas sûre que tu sois la bonne personne au bon endroit au bon moment. » Ah, chouette. Welcome. Ouais. Et quand je suis partie 4 ans plus tard, en cadeau de départ, elle m'a fait un petit cadeau et il y avait un petit mot dedans en mettant « Tu étais la bonne personne au bon endroit au bon moment ». Ah, c'est sympa. Ça construit en fait. Ouais. C'est des marqueurs. Ouais. C'est des marches dans l'escalier qui permettent de grimper gentiment. Après, plus on monte dans les échelons dans une entreprise, plus on démystifie le dirigeant, parce qu'en fait, c'est quelqu'un de normal. Voilà. Donc, ça permet aussi de se dire, finalement, je ne suis pas si différente de la personne qui est au-dessus. Donc, plus on évolue, plus le poste du dessus, il est démystifié et accessible. Je comprends. Et puis après, le poste de DG chez Sitel, c'est Olivier Camino et Laurent Huberti qui me proposent de prendre le job. C'est quelqu'un qui vous fait confiance. Comme là, chez Cogedim, c'est un processus de recrutement où à la fois un chasseur se dit oui, elle en est capable, et puis des gens vous disent oui, j'en ai envie. Et une petite dose d'inconscience pour se dire ouais, pas peur, je vais le faire. Donc, moi, je vois ça comme un cheminement très progressif. D'accord, mais j'aime bien ton image de l'escalier, c'est-à-dire que, en fait, il y a 2 choses que je retiens, c'est que tu montes l'escalier en plusieurs marches, et quand tu as monté déjà 3 marches, elles sont derrière toi, donc tu regardes plutôt en haut. Et deuxièmement, tu démystifies parce que le haut de l'escalier est beaucoup moins loin, puisque tu es en train d'y arriver progressivement, quoi. Et ce sont des gens normaux, entre guillemets, qui ne sont pas des Superman ou des Superwoman, mais qui, eux aussi, ont fait leur chemin, quoi. J'ai le souvenir d'un déjeuner avec, je vais le nommer, Julien Nicolas, qui est directeur du Digital Innovation à SNCF. Ok. Et d'un déjeuner ensemble, il y a longtemps, mais on se disait effectivement, c'est quoi la suite, comment on voit les choses, etc. Et puis tous les deux, on se disait, et pourquoi pas et le fait qu'on en miroir, qu'on se regarde l'un l'autre en disant, mais moi, je pense que tu pourrais, et que lui me dit, mais moi, je pense que tu pourrais. C'est pour ça que c'est marrant parce que je commençais en disant je pense que je suis bien entourée. Ça fait partie de tous ces gens au quotidien qui, par petites touches, rendent les choses possibles, en fait. Je comprends. Aujourd'hui, des jobs de cet acabit, quand tu montes dans la pyramide, il y en a de moins en moins. C'est un nano-marché, comme dirait un chasseur. Ah, c'est bien, ouais. Récemment. Ouais, c'est bien dit. Et donc, je comprends très bien comment le plafond de verre a été explosé. Et après, je rajouterais un point qui est peut-être un moteur aussi, qui est une forme de colère. Ouais. Sur le métier dans lequel je suis tombée, comme on tombe dans la marmite, là, qui est la relation client. Oui. C'est un métier qui s'est structuré au début des années 2000, pas mal sous l'impulsion des telcos, des énergéticiens et de Canal+. Et qui, depuis quelques années maintenant, tourne un petit peu en boucle sur les mêmes thématiques, qui est son manque de reconnaissance. Oui. Tout à fait. Alors on en a parlé, des gens qui sont en première ligne pendant le Covid, en disant finalement on ne les reconnaît pas assez, ceux qui sont derrière. Alors, c'est la vraie première ligne quand même. Et tout ce personnel, de façon générale, vendeurs, livreurs, conseillers, peu importe, qui est au contact du client, vraiment ceux qui incarnent les frontlines, sont pas toujours reconnus à leur juste valeur. Et moralité, je pense que chez moi, il y avait... je suis sûre que chez moi, il y a la conviction que la direction de la relation client n'est pas suffisamment utilisée comme un moteur d'amélioration de la qualité dans l'entreprise, parce que les feedbacks clients, ça permet de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Comme un moteur d'économie, parce que ça peut être très bien utilisé pour l'audit interne, grosso modo. Comme un agent de désilotage de l'entreprise, et Dieu sait qu'il y a plein de dirigeants qui disent « ma boîte, elle n'est pas fédérée »,
où c'est pas cohérent, où il y a des silos, si tout le monde bosse pour le même client, ça fédère tout le monde. Bien sûr. Et cette colère-là, je me suis dit, mais il faut qu'il y ait un DG qui s'empare du sujet. Et au PMU, à l'époque, il y avait déjà des bisbilles classiques entre relations clients et marketing qui faisaient qu'on avait du mal à bosser ensemble. Et pourtant, Dieu sait qu'on en avait plutôt envie. Ouais. Donc, le président de l'époque avait dit, écoute, ça va être simple, tu vas cumuler les mandats. Tu vas rester directrice de la relation client, puis tu vas aussi prendre la data au sein du marketing. Et puis comme ça, tu parleras avec toi-même. Et finalement, cette même logique, elle peut conduire à dire, pour faire une vraie boîte orientée client, je ne vais pas être patronne de la relation client ou de l'expérience client, je vais être DG. Et puis, je vais utiliser le client pour nourrir toute la boîte. Tout le reste, ouais. Et être focus client. Et... Donc, un peu de colère aussi. Ok, mais qui est un bon driver pour avancer. Du coup, à l'inverse, donc on casse le plafond de verre, et là, tu arrives dans un contexte compliqué chez Cogedim, donc tu viens d'en sortir. Donc, quand on a cassé le plafond de verre et qu'on est assez haut, qu'est-ce qui se passe mentalement ? C'est un moment, c'est jamais très agréable, forcément. Dans quel état d'esprit tu es et comment tu fais ? Parce que demain, tu vas peut-être prendre le job de tes rêves qui va t'éclater et je te le souhaite et je te le souhaite vite. Peut-être que ça va mettre un peu plus de temps que prévu. Comment tu vis ce moment, en fait ? Et c'est quoi ta méthode pour justement provoquer la chance, le trouver vite et en même temps profiter de ce moment de recul avant la suite. La première réponse, elle est assez redondante avec ce que j'ai dit avant. Je ne le vis pas seule. Ouais. J'avais été accompagnée par un cabinet d'outplacement. J'ai repris quelques séances de coaching avec la même personne. Et parce que je ne vais pas refaire tout, c'est pas mon sujet. Ouais. Là, c'est clair sur le projet. Oui. Par contre, d'avoir quelqu'un avec qui taper la balle pour se remettre d'équerre, parce que je suis parfaitement lucide sur le fait que les moments de transition sont des moments où il y a des hauts et des bas. Oui. On passe un entretien, on a déjà le job, on en rêve, on a la vie qui va avec, et puis finalement, non, c'est pas celui-là, puis c'est autre chose. Enfin, donc ces hauts, ces bas, il faut les regarder avec beaucoup de lucidité pour être sûr de ne pas se laisser aspirer. Donc, pas seule, lucide, gourmande, parce que c'est des moments magiques de rencontre, et pas bouder la chance que ça donne de pouvoir faire ce qu'on est en train de faire là. Et d'avoir du temps. Alors, d'avoir du temps, tout à l'heure, je me disais... peut-être qu'il est temps que je retrouve un job pour bosser moins. Mais ça, c'est moi aussi, parce que je trouve que justement, il faut en profiter avec gourmandise. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de rendez-vous. Et intellectuellement, c'est très fatigant, en fait, de passer d'un secteur à un autre, d'une boîte à un autre. Enfin, voilà. Donc, c'est quand même fatigant. Donc, il faut aussi garder du temps pour se reposer et laisser sédimenter. Ma coach, elle dit mâchouiller. Oui, c'est pas mal. Ouais, je pense qu'il y a des fois, il faut laisser reposer un peu et se dire comment je digère finalement les rendez-vous que j'ai eus ces derniers jours. Et puis, effectivement, je pense qu'il y a un des sujets que tu dis, c'est le rapport au temps. C'est comment on accepte que potentiellement ça prenne beaucoup de temps ou que ça s'accélère. Dans la précédente recherche d'emploi, juste le processus de recrutement pour mon dernier job, c'était 5 mois. Ouais. Donc, c'est un rapport au temps qui est très différent quand on est candidat et quand on est dans le monde de l'entreprise. Donc, il faut savoir qu'on fait du fractionné. Voilà. Des fois, on court très vite et des fois, c'est très lent. Je comprends. Alors, j'ai une question parce que je vois un paquet de... Moi, j'ai 2 ou 3 appels par jour aux sollicitations de cadres sup de plus de 45 ans ou 50 ans qui me demandent de boire un café avec eux pour les aider dans la suite de leur carrière. Malheureusement, dans la masse de ces gens-là, il y en a un paquet qui ne vont pas trouver ou qui vont trouver des jobs qui ne leur correspondent pas par rapport à leur aspiration réelle et que ça sera plus des jobs pour payer leurs charges. Comment est-ce que toi, tu vois cette peut-être, je parlais aussi avec le patron de Malte, cette transition de marché avec les gens qui ont des gros jobs ou qui ont eu des gros jobs et avec aujourd'hui un marché qui se transforme aussi pas mal. Quel point de vue tu portes sur ce... Il y a beaucoup de gens qui se font licencier en ce moment ou qui se sont fait licencier de grosses boîtes qui ne sont pas forcément du tout à ton niveau mais qui sont cadres ou cadres sup et qui sont un peu démunis, quoi. Je pense que c'est hyper dur si tu as une idée très précise
de ce que tu veux ou que tu n'arrives pas à t'imaginer autre chose qu'un poste précis. Oui. J'ai croisé évidemment des gens qui se retrouvaient en ayant toujours été dans une carrière ascendante. Oui, et sans se poser de questions. Alors là, j'ai été à l'intérieur de l'équipe du contrôle de gestion, j'ai été directeur du contrôle de gestion, j'ai été directeur financier, puis DAF France, puis DAF Monde. What next? Et là, je me fais licencier, j'ai 50 balais, je fais quoi? Oui, exactement. Je pense que pour notre génération, qui est une génération qui a imaginé une carrière linéaire ascendante, c'est violent. Et que plus on a fait le deuil de ça en se disant on aura un truc qui est un peu plus en sinusoïde ou un peu plus en asymptote, et il est où le problème? Finalement, ce que font avec peut-être plus de souplesse les jeunes générations, moins c'est dur. Après, l'exercice que je trouve intellectuellement un peu compliqué, c'est que quand on cherche du boulot, il faut qu'on soit très capable d'expliquer quelque chose de très précis, parce que les gens, pour comprendre ce que vous cherchez, ils ont besoin d'un truc très précis. Et en même temps, d'expliquer que, oui, bon, alors j'ai expliqué que c'était ça que je voulais très précisément, mais dans la vraie vie, ça peut être plein d'autres choses et je m'en fous, parce qu'en fait, c'est très lié à un projet d'entreprise, à des gens, à une alchimie, à un puzzle qui se fait avec les gens qui sont déjà en place. Et donc, cette espèce de dialectique entre quelque chose de très précis pour que les gens comprennent et puissent vous aider à le trouver, et en même temps une très grande ouverture, une souplesse, c'est gage aussi de trouver quelque chose qui ne sera pas forcément ce que vous aviez imaginé au départ, mais qui peut être super chouette. Après, il y a un dernier truc, et c'est rigolo parce que j'en parlais avec quelqu'un juste avant notre enregistrement. D'accord. C'est aussi comment on rend possible, on s'ouvre à des possibles que socialement, les gens ne projettent pas sur vous. Oui. Vous avez été patronne d'une boîte de je ne sais pas quoi. Moi, je vois dans les processus, je fais peur à des petites structures. Oui. Parce que, mais elle a managé plus de 6000 personnes, donc elle l'acceptera pas, ou elle sera malheureuse, ou machin. Mais on s'en fout, en fait. D'abord, on ne voit pas 6000 personnes tous les jours, donc ça n'a pas de sens. Bien sûr. Et c'est de ne pas trop porter les projections que les autres font sur vous, d'arriver à expliciter quels sont vos moteurs à vous. Quand je dis que je veux être DG, je m'en fous des galons. Ce que je veux, c'est la liberté d'action, c'est la possibilité de concevoir une histoire et de la mettre en œuvre pour de vrai, d'arriver à expliquer ça pour que les gens comprennent le projet et en même temps, pour pas le vivre mal moi et pour m'ouvrir aussi à des trucs qui sont peut-être formidables, c'est de laisser ouvert en disant ça prendra peut-être le format d'un job opérationnel de dirigeant. Peut-être c'est un mandat, peut-être c'est un truc de senior advisor pour une boîte de conseil, peut-être c'est du management de transition. Mais tu cherches du management de transition? Non, j'en cherche pas. Voilà parce que je n'imagine pas. Voilà, je cherche ça, mais je suis ouverte à bien plus. Ok, super, hyper intéressant. Je pense que cette posture d'ouverture à notre époque pour générer des opportunités qui ne sont pas prévues à travers un mindset justement d'ouverture et de tout est possible est hyper important. Et je rajouterais aussi peut-être pour les gens qu'on voit souvent, c'est la différenciation aussi. Parce que comme les entreprises ont parlé de la culture tout à l'heure, si derrière un CV, tu peux mettre monsieur ou madame, ou c'est qu'à un moment, il n'y a pas d'aspérité, faut être un petit peu clivant. Sinon, c'est compliqué, quoi. Ok, merci beaucoup pour cette réponse. Alors, je vais clôturer notre discussion avec une dernière question. Est-ce que tu as un point de vue ou on va dire un point de vue, des conseils ou une suggestion qui te vient à l'esprit, peut-être aux gens qui cherchent du boulot en ce moment, qui soient en haut de la pyramide, un peu comme toi, ou au milieu ou en bas de la pyramide, ou est-ce que tu aurais un message à faire passer particulier au sujet du mindset et de la culture aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent? Alors, je ne sais pas si pour une population en particulier, mais de façon générale, je trouve que dans le monde professionnel, on ne perd jamais rien à se former et à transmettre. Et la transmission, elle peut commencer tôt. On n'a pas besoin d'être en fin de carrière professionnelle pour transmettre. Oui. L'intérêt d'avoir des prises de parole, d'une façon générale, ça peut être un cours, un cas dans un cursus scolaire ou professionnalisant, ça peut être une conférence, un tour de table dans une association professionnelle, enfin peu importe. C'est aussi des moments de respiration qui nous obligent à penser ce qu'on fait. Et le penser pour soi, pour s'obliger à dire comment je peux raconter mon point de vue sur tel truc.
Typiquement, aujourd'hui, le mindset, oui, bien sûr, c'est évident. Puis on dit, ouais, alors concrètement, ça veut dire quoi ça Tout à fait. Donc, moi, je dirais qu'on ne perd jamais rien à essayer de penser ce qu'on fait dans le cadre du boulot pour prendre conscience de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, de ce qu'on donne, de ce qu'on reçoit, d'à quel point ça coûte ou à quel point ça apporte. Parce que ça permet petit à petit de bien clarifier sa zone de confort et sa zone de progrès et de savoir sur quoi on peut s'appuyer parce qu'on sait faire, parce qu'on aime faire son ikigai, là. Oui. Parce qu'on aime faire, parce que c'est utile au monde et qu'on est capable d'être payé pour ça. Là. Et quand on arrive à bien aligner ce truc-là et en étant clair sur ce qu'on est capable de raconter de soi ou de raconter de son exercice professionnel, ça permet justement ces puzzles aux autres de positionner leurs pièces du puzzle à côté de vous. Enfin, voilà. Donc ces imbrications-là, je trouve qu'elles sont jamais aussi fertiles et efficaces et créatrices de valeur pour soi et pour les autres que quand on prend le temps de mettre des mots sur ce qu'on fait. Prendre le temps de mettre des mots sur ce que l'on fait. Merci beaucoup Chloé, c'était passionnant et merci de t'être déplacée sur le plateau du média Mindset le média. Merci de ton invitation. À très bientôt Chloé. Si cet épisode vous a plu, merci de nous mettre 5 étoiles sur les bonnes plateformes de podcast ou sur YouTube. À bientôt.